Okay, unser nächster Speaker. Notre orateur suivant est Léonard Daubuche. La plupart d'entre vous le connaissent probablement déjà parce qu'il a écrit des articles pour netspolitik.org. Sinon, il est aussi professeur à l'université d'Innsbruck en Autriche. Et la raison pour laquelle il est ici aujourd'hui, c'est parce qu'il siège au Conseil audiovisuel allemand et il représente l'Internet entre grands guillemets. Voici Léonard, applaudissements. Donc merci pour me laisser la possibilité de parler aujourd'hui. Et ça me réjouit particulièrement qu'il y a quand même quelques personnes qui sont venues. J'étais pas sûr qu'une présentation sur la télévision hertzienne soit encore populaire. On va commencer tout de suite. Et en guise d'introduction, je vais commencer par la question que je me suis posée moi-même. Quand on m'a demandé si je voulais être nominé pour le conseil de l'audiovisuel, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'un tel conseil fait en fait, en vrai. Et je ne le savais pas vraiment. J'avais une vague idée que ça avait quelque chose à voir avec la télé et la radio publique. Et quand on regarde sur la page de la ZDF, donc la deuxième chaîne allemande, donc où il s'est présenté comme l'avocat des téléspectateurs. Et donc il s'agit vraiment des intérêts de la communauté par rapport à la ZDF. On y parle aussi des budgets. Et en pratique, les devoirs les plus importants de ce conseil sont d'une part l'intendant du ZDF, pour le moment c'est Thomas Bello. Il est élu tous les 5 ans. Et l'année... il est arrivé un an avant que moi j'arrive. Et la deuxième chose que ce conseil fait, c'est voter un conseil d'administration qui va de 8 à 12 membres. Et c'est là que siège l'organe exécutif, dirons-nous, de la chaîne. Il y a une plénière, il y a aussi des comités. En général, ils siègent à Mayence ou à Berlin. Bien qu'elle soit publique, je ne vous conseille pas vraiment d'y aller parce que c'est pas très intéressant. On pourrait dire, dans un langage audiovisuel, que toute la réunion est très scriptée. En général, il faut qu'elle soit terminée à une heure bien précise parce que juste après, il y a une conférence de presse. Comme au CCC, lors de cette plénière, on n'a pas le droit de prendre de photos. Il est partout marqué que les enregistrements vidéo ou photos sont interdits. Alors pourquoi est-ce que le chaos siège au conseil? Pourquoi y a-t-il le chaos au conseil? Le double sens est parfaitement voulu. J'ai été nominé personnellement par le Chaos Computer Club, mais pourquoi est-ce que cela change quelque chose ou pas? Vous pourrez vous en juger vous-même. Pourquoi est-ce que c'est important de siéger dans une association comme celle-là, dont vous avez peut-être jamais entendu parler? Alors, il faut que je remonte un petit peu dans le temps. Ça a commencé avec une dispute autour de cette personne. En 2010, il était rédacteur en chef du ZDF. Et suite à des pressions venant du CDU, le parti conservateur allemand, son mandat de rédacteur en chef n'a pas été renouvelé.
il a écrit, ou un article a été écrit sur cette dispute. Cette dissertation a été écrite parce que suite à cette dispute, il y a eu des plaintes devant la Cour fédérale constitutionnelle allemande. Et cela vient de... La raison est que il y avait eu des limitations dans il y a eu des limitations dans la participation de l'État au sein du conseil de rédaction de la télévision publique. Après cette décision, on a réduit d'un tiers les membres de ce conseil audiovisuel. Il a été réduit à 60 membres. 20 d'entre eux viennent de l'État. 14 ne sont en principe liés à aucun parti politique. Ensuite, il doit y avoir des membres venant de chaque État fédéré, puisque l'Allemagne est un État fédéral. Donc, et chaque État fédéré va chercher un thème de prédilection. Alors voilà à quoi ça ressemble. La Bavière, par exemple, a voulu s'occuper du thème de tout ce qui est numérique. Ça s'est ensuite étendu à tout ce qui a trait au numérique et aux télécoms. Berlin a choisi Internet, comme ça se voit ici dans la loi. Il y a donc un représentant qui vient du domaine de l'Internet pour le Land de Berlin. Berlin a introduit une demande auprès de 4 associations, le CCC, D64, ECHO, c'est un rassemblement de fournisseurs d'accès, et un média local, Berlin-Brandebourg. Ces 4 associations se sont mis d'accord sur un Autrichien, je ne sais pas pourquoi, mais c'est tombé sur un Autrichien. Ils ont donc nominé, ils m'ont nominé, et ce qui n'est pas explicitement interdit est en principe autorisé. Et donc voilà comment un Autrichien s'est retrouvé dans ce conseil audiovisuel depuis juillet 2016. Et donc maintenant j'essaye de mener à bien ce devoir qui m'est confié et je voudrais pas gonfler mon rôle, mais ne serait-ce que le fait que je publie pas mal sur Twitter et sur des blogs, et j'essaye aussi de venir ici ou à d'autres conférences comme la Repubblica pour expliquer de quoi il s'agit. Et donc pourquoi est-ce qu'Internet est représenté au Conseil de l'audiovisuel, et en fait il y a un deuxième thème qui est étant donné qu'il y a déjà un conseil des transmissions donc audiovisuelles, donc la WDR a déjà un conseil à elle qui compte 80 personnes, et donc le tribunal constitutionnel
à demander un minimum de transparence. Et donc je trouve que c'est plutôt sympa que la transparence peut avoir une importance contre les décisions de prendre enfin contre les décisions qui sont prises et les prises de position donc contre les abus de pouvoir en fait par rapport à l'audiovisuel. Et donc il y a deux thèmes centraux desquels je m'occupe et j'essaye de m'occuper au mieux. Donc d'une part c'est la transparence et plus de transparence par rapport aux émissions audiovisuelles. Et donc en deuxième point, donc j'aimerais bien m'occuper de comment est-ce que les acteurs publics devraient s'exprimer sur les réseaux, donc en particulier sur Internet. Comment est-ce qu'on s'occupe du financement des médias, des questions de concurrence. Et donc ces médias publics pourraient, conditionnels, avoir aussi ce rôle-là, mais pour l'instant, malheureusement, ils ne le font pas vraiment. Et je pense que ces deux thèmes, ils vont quand même, ils sont quand même très liés, parce que à l'ère du numérique, si vous voulez créer une présence en ligne officielle, il faut aussi que ce soit transparent, parce que on pourrait reprocher que les médias publics sont contrôlés par l'État, ou alors il faut que ce soit digne de confiance, et donc ça a besoin d'une transparence. Et donc j'aimerais bien vous présenter maintenant ces deux thèmes. Commençons par la transparence dans l'administration de l'audiovisuel. D'abord, je commence par ça parce que ça va très bien avec le titre de ma conférence. Que veut dire un minimum de transparence ? Il faut déjà comprendre ce que ça veut dire, un minimum de transparence dans l'administration quotidienne de la radio et de la télévision allemande. Il y a un mot qui vient des Sitzungen der Ausschüsse sind grundsätzlich nicht öffentlich. Das heißt, die sind weiter nicht öffentlich, jedoch, und das ist ein Fortschritt, weil dans les statuts du Conseil. Il est écrit que les réunions sont en principe pas publiques. A priori, il n'y a pas eu d'exception à cela, mais en vrai, légalement, il est impossible d'avoir une quelconque confiance dans une commission qui siège de manière privée ou à porte close. J'ai reçu un écrit, une lettre, où, venant de la présidente, qui me dit que, en raison des nouveaux moyens de communication, elle me demande de signer une déclaration de confiance. Et je n'ai pas signé ça une fois, mais je dois signer ça tous les ans. Avec, et je ne blague pas, l'obligation de le renvoyer par fax. J'ai bien entendu
immédiatement envoyer par mail un scan de ce document plutôt que de l'avoir faxé. Mais la raison de cette déclaration de confiance est que on ne puisse pas discuter de ce qui se passe dans les commissions à l'extérieur. Il faut dire que ça rend les choses bien plus difficiles. Avoir un rôle de représentant avec des acteurs que je ne peux pas introduire, avec lesquels je ne peux pas discuter pour parler des problématiques dont nous parlons dans ce conseil. En revanche, les plénières sont publiques, mais seulement la plénière. Publique, cela veut dire qu'il faut aller à Mayence, parce qu'il n'y a pas de retransmission en direct. On ne peut pas lire le procès-verbal de la réunion, mais seulement le résumé final de la réunion. Pour les 3 premières réunions, j'ai demandé où se trouvaient les archives des réunions. Sur 29 archives, il y en a 5 qui sont secrètes. Qui sont publiques, correction. Cela veut dire que nous sommes dans une situation grotesque. Les membres du Conseil a devant lui des documents que personne ne connaît dans la plénière, ou que personne ne verrait, parce qu'ils ne sont pas publics. J'ai pu voir cela à première vue quand j'ai eu un document qui était censé être secret entre les mains. Il n'était pas très intéressant, mais j'ai rendu public ce document avant même la réunion. Et j'ai tout de suite reçu une lettre de la présidente. Je commence à avoir une belle relation épiscopale avec cette dame. Et après, lors d'un échange de courrier, on m'a demandé de supprimer le lien vers cette photo, vers ce scan. La raison était que il fallait que la confiance règne au sein du Conseil. Et qu'on ne pouvait pas avoir un climat de mauvaise confiance, justement alors que nous étions à l'époque des réseaux sociaux. Ceci étant dans l'intérêt de tous les membres de la commission. Je devrais dire, je ne peux pas être plus d'accord, mais je ne pourrais pas être moins d'accord, mais comment puis-je prendre des décisions sur des thèmes sur lesquels je ne connais rien si je ne discute pas avec les acteurs qui sont concernés par ces thèmes-là? Si je ne peux pas discuter en public, ça devient impossible. Cet argument est simplement non recevable. Ensuite, bien entendu, du point de vue du ZDF, donc de l'institution, envoyer un document à une 60aine de personnes qui viennent de différents partis, c'est déjà rendre un document public. Je ne peux pas m'imaginer que ces documents ne soient pas écrits ne soient pas écrits minutieusement. Donc je me suis posé la question auprès de mes compétences de professeur. Et j'ai lu la stratégie à la lettre
pour savoir comment me comporter sur Twitter. Et donc je sais pas quelle est la suite de tout ça, mais je pense que le fait de garder secret le fait de garder secret quelque chose qui a trait à un conseil public de l'audiovisuel, je suis pas sûr que ce soit défendable devant le Conseil constitutionnel. Et donc c'est bien, je suis au Conseil de l'audiovisuel, mais quand on me demande, quand on en voit parler dans les médias, il y a aussi encore une autre critique. Donc ce sont ces soi-disant cercles d'amis qui sont potentiellement les problèmes de transparence et qui ressortent ici. Et en fait, ces cercles d'amis, donc qui sont, pour le citer une dernière fois, la Constitution, donc que il y a un tiers des partenaires privés et publics doivent être membres de partis politiques et de structures de communication. Et donc le problème était que on peut pas interdire les cercles d'amis parce qu'il n'y a pas vraiment de définition juridique des cercles d'amis. Et donc la question qui se pose, c'est quand on arrive au Conseil de l'audiovisuel, on a le choix. Donc à la TDF, donc est-ce qu'on veut des amis rouges, noirs ou gris? Et donc là, il faut qu'on choisisse entre des cercles d'amis. Et donc c'est un peu comme si on avait c'est pas tant qu'on ait qu'à choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge, mais plutôt choisir entre deux desserts au buffet. Et donc pour rendre cette décision un peu plus simple, chaque représentant se voit invité en fait aux deux cercles d'amis. Donc je sais pas si c'est pour tout le monde, mais moi en tout cas j'ai été invité. Et donc il y a un des papiers avec l'aigle du gouvernement et l'autre sans. Et donc j'ai été invité à prendre part à ces repas. Et donc on peut voir en lisant l'ordre du jour que ça n'a pas grand chose à voir avec un cercle d'amitié, mais plutôt des choix de prise de position et en particulier de porte-parole du cercle d'amis. Et donc il y a des réunions donc où les membres sont représentés de manière partielle. Et donc c'est pas uniquement absurde. Ce que j'ai trouvé positif, c'est étant donné qu'on fait déjà correctement ce sondage, c'est fait à bulletin secret avec des formulaires prévus à cet effet. Et donc ça vous laisse penser que c'est fait en tout temps. C'est fait comme si les prises de position n'étaient pas expliquées en public et tout ça, et donc mais elles sont présentées et donc ça permet aussi de mettre en avant ce devoir de transparence à l'intérieur, et pour l'externe, c'est moi qui écris des articles de blog. Et donc pour les gens qui veulent tester aussi les frontières de ce cercle d'amis, l'avantage c'est que on peut essayer de jouer un peu avec les frontières en votant, vu que c'est à bulletin secret.
Donc il y a quelqu'un qui s'est mis en avant parce que le parti pirate n'avait pas eu de place et les autres partis n'en voulaient pas vraiment, donc il a été il se présentait comme n'ayant pas vraiment d'amis, mais il a été pris avec cet argument et en fait ça serait jamais passé à la ZDF. Donc c'était un peu osé de sa part. Et donc à l'avenir, donc de manière totalement informelle, on voit que je peux parler de certaines choses quand je discute avec des personnes uniques. Et par exemple, une des décisions importantes de ce conseil, c'est les 8 sur 12 membres du conseil d'administration. Et donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'on se les partage, donc 4 pour les rouges, 4 pour les noirs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 5 candidats. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a trié jusqu'à ce qu'il y en ait plus que 4. Et donc là, il y avait un vote vraiment compétitif, c'est-à-dire qu'il y avait plus de candidats que de places. Et donc voilà les candidats. Et c'est allé jusqu'à un 3e tour. Jusqu'à ce que la dernière place du Conseil rouge soit occupée. Et je pouvais en parler sur mon article de blog, vu qu'il n'y a rien dans le cercle d'amis qui m'interdit de le faire. Et donc voilà. Et donc j'ai trouvé que c'est un peu paradoxal que les votes les plus démocratiques, en fait, étaient faits au sein des cercles d'amis. Et j'aurais souhaité que ce qu'on pourrait reprocher à ce vote, tous ceux qui pourraient reprocher quelque chose à ces votes, bah en fait, ils n'avaient pas le droit d'y accéder. Et donc, ce que j'aurais proposé, c'est qu'on aurait pu simplement les diffuser en streaming la prochaine fois, en direct. Et donc pourquoi on pourrait pas mettre dans l'article fondateur du Conseil de l'audiovisuel un nouvel article 10b qui serait la constitution de fractions. Donc Je pense que rien que la dénomination cercle d'amis est indigne d'un conseil d'audiovisuel. Je ne comprends pas pourquoi on n'appelle pas une fraction ce qui constitue en réalité une fraction. Je pense que dans mon expérience, dans ces élections, chaque membre qui représente un groupe de la société est bien évidemment très influencé par la politique de parti. À mon avis, il faudrait un quart, voire un tiers des conseils, des membres du conseil, qui soient tirés au sort, parce que eux ne seront certainement pas influencés par la politique de parti, ou plutôt la politique partisane. Ça rendrait simplement la chose beaucoup plus difficile de diviser le conseil en politique partisane. En ce qui concerne la transparence, je veux encore conclure. Je me suis longtemps occupé de l'influence de l'État dans de tels conseils. Et je trouve que c'est quelque chose de très sérieux. Mais je pense que l'État doit se tenir loin de ce genre de conseils. Mais
il faut il faut aussi qu'il s'occupe plus sérieusement de ce que disent les téléspectateurs. Il faut que vous, en tant que téléspectateur, vous puissiez introduire des plaintes et qu'ensuite ça termine dans la commission relative aux plaintes. Le problème, c'est qu'il y a énormément de plaintes qui sont classées sans suite. Il y a 2 ans, 43 plaintes ont été ratifiées. Pour être honnête, je sais même pas ce que ça veut dire des plaintes qui ont été classées sans suite. La raison annoncée est la suivante. Une plainte provoque des discussions intensives dans l'institution. On se pose des questions, etc. Il faut se justifier. Le problème est que dans un vrai contrôle de l'audiovisuel objectif, On passe maintenant à la deuxième partie. Donc, avec l'avenir de tout ce qui est public sur les réseaux et donc pour tout ce qui est de la transparence sur les réseaux publics comme Internet. Et qu'est-ce que peuvent faire les services publics qu'est-ce que peuvent fournir les services publics dans le monde numérique et en particulier sur Internet. Et donc on pense notamment aux médiathèques. Et donc Stefan Stuckmann s'est pris la peine de regarder les médiathèques d'ARD et de ZDF, donc les 2 premières chaînes allemandes. Et donc pour sa défense, pour leur défense, les médiathèques ont la chose un peu plus difficile que Netflix, parce que il y a des choses encore assez spécifiques et donc on sait. Et donc, un des problèmes qu'on peut voir en lisant le texte, c'est que ARD n'avait pas une seule médiathèque, mais en fait 12. Et donc, ça serait bien, enfin, ça serait marrant qu'on parle du coup d'une super médiathèque. Et donc, l'idée, ça serait de se mettre en partenariat avec le privé, et ça serait difficile de bâtir une super médiathèque européenne. Et donc c'est un problème que la responsabilité de gérer des médiathèques de services publics soit donnée à des partenaires privés, notamment par le choix, parce que ça veut dire que les algorithmes qui mettent en avant certains contenus par rapport à d'autres sont du coup fournis par ces partenaires privés. Et donc du côté ZDF, c'est plus simple, parce qu'il n'y a qu'une seule médiathèque et pas 12. Mais
Mais le problème, c'est qu'on on fait pas honneur forcément au côté multimédia du numérique. Et en fait, parce qu'il y a notamment des restrictions législatives beaucoup trop importantes sur ce que peuvent faire les services publics sur les réseaux. Et donc sur Internet, déjà, il n'y a pas de chaîne de télé parce que c'est un ensemble de plateformes. Et si on essaye d'organiser ces plateformes comme une chaîne de télé, ça marchera jamais et c'est perdu d'avance. Et donc, par exemple, si on regarde ce qui se fait à l'étranger, par exemple à la BBC, donc à la BBC, il y a eu des discussions comme quoi la BBC devait devenir une plateforme ouverte pour du contenu. Et ouvert veut dire aussi que n'importe quel utilisateur peut aussi envoyer du contenu. Et donc derrière les services publics numériques, il y a aussi cette problématique du côté public des plateformes. Et donc les partenaires en présence sont d'un côté les annonceurs privés commerciaux, de l'autre côté on a les institutions publiques, ensuite on a aussi des fournisseurs non commerciaux et les activités qui sont en fait à la source et qui publient du contenu. Et tous ces partenaires doivent pouvoir communiquer via ces plateformes et en particulier par exemple par YouTube et Facebook. Et donc là il y a eu une espèce d'incident ici, mais qui était plutôt productif et qui était qu'il y a eu une décision que ce qui a été proposé, c'était toujours plus pour les vieux, donc on a décidé de faire quelque chose pour les jeunes et donc une chaîne pour les jeunes. Et donc le problème, c'est que pour une offre pour les jeunes qui n'ont pas forcément donc les jeunes sont pas trop habitués au concept de chaîne de télé et aiment pas vraiment ça, donc il fallait quelque chose de purement numérique. Et donc ça a été nommé Funk, donc qui est peut-être pas la funk, c'est peut-être pas le cœur de métier de ces jeunes-là, mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont essayé de faire un canal public sur YouTube et de façon à ce que ce soit possible, il fallait que le droit audiovisuel le permette. Et donc ce qu'il a fallu rajouter, c'est combien de temps ça reste publié jusqu'à ce qu'il faille l'enlever à nouveau. Et donc il faut que il a été écrit que la durée de vie doit être choisie de façon à ce qu'elle inclue en fait la durée pendant laquelle ça reste pertinent pour les jeunes et en fonction de tous les besoins et de tout ce que les jeunes pourraient vivre en fait et pourraient se poser comme question par rapport à ça. Donc en regardant par exemple les pages YouTube de la ZDF, les pages Facebook, et quand on regarde la stratégie des plateformes de la ZDF, spoiler, je
je peux seulement vous montrer ce que j'ai cité au dernier conseil. Et donc, ce qui a été dit, c'est qu'il faudrait que la ZDF soit présente sur suffisamment et de préférence plusieurs plateformes. Et donc, en particulier les plateformes YouTube, Facebook, Netflix et Amazon Vidéo. Et donc, j'ai mis en évidence l'élargissement en fait de l'offre de la ZDF sur les plateformes numériques. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que pas de YouTube, c'est pas une solution. Et donc, il y a aussi d'autres plateformes qui sont pas citées là. Mais il y a des plateformes qui n'ont même pas été citées. Et par exemple, une plateforme comme Wikipédia. Et donc, si on lit un peu ce qui se dit, donc c'est que chaque jeune consulte plusieurs pages Wikipédia par mois, au moins 9 en moyenne. Et aussi dans des articles que 94% des jeunes utilisent Wikipédia. Et donc, c'est pas... C'est pas une question de diffuser, mais c'est aussi une question de donner de la visibilité à tout ce qui est public sur Wikipédia. Et Wikipédia, c'est plus important que YouTube parce que c'est surtout du texte. Et il y a très peu d'animation. Alors que pour ZDF, en fait, c'est surtout de l'animation ou de la vidéo. Et il y a quasiment pas de texte parce que ça serait du ressort des journaux, etc. Et donc il n'y a aucun texte sans complément vidéo et émis. Et donc on a cette opposition entre d'un côté beaucoup de texte et pas de vidéo, et de l'autre côté de la vidéo et très peu de texte. Et donc on voit ce couple idéal où les deux sont orientés vers une qualité d'information. Et même si l'un est plus orienté vers le contenu encyclopédique. Et donc ce que j'ai montré après mon troisième conseil, c'est le thème pour lequel j'étais le plus nerveux. Ce qui s'est passé, c'est que les plateformes commerciales ont constaté que YouTube c'était un partenaire important, et qu'il fallait s'associer avec Wikipédia pour lutter contre les fake news. Et donc c'est un peu le problème récurrent d'Internet, c'est que pour une plateforme un minimum public où chacun peut envoyer du contenu, bah il va y avoir des gens qui vont publier n'importe quoi. Et donc maintenant il faudrait voir pour lutter contre ces contre les fake news, pardon. Et donc Wikipédia a bien géré ça, vu que elle a mis en place un certain nombre de routines qui permettent de lutter contre la propagation de fausses informations. Et donc j'ai proposé une discussion qui est combien les plateformes dépensent pour gérer justement ces fausses informations. Et donc ce qu'on m'a répondu par rapport à ça, c'est ouais, c'est très bien, mais quelles sont les priorités? Et donc les priorités
j'ai dit que les priorités qu'on proposait c'était 100% plateforme privée et 0% plateforme publique, alors que et donc on peut estimer les dépenses de l'audiovisuel en Wikipédia, c'est 0 €. Et donc dans les doléances de Wikipédia, on peut voir les textes explicatifs, l'histoire, les documentations, le choix des tests, les images, les infographies, mais pas de fiction, pas de musique et pas d'annonce. Et donc le contenu de Wikipédia qui doit être aussi d'ailleurs avec une licence publique, ce qui est un peu le standard ici au CCC, qui est par exemple la licence Creative Commons. Et donc j'ai pas besoin de l'expliquer ici, mais donc chaque licence Creative Commons permet de choisir un peu les droits qu'on donne, contrairement au copyright qui prend tous les droits automatiquement, qui réserve tous les droits automatiquement. Et donc dans les licences Creative Commons, on peut noter la licence d'attribution et partage à l'identique qui est compatible par Wikipédia. Et donc par rapport à une loi sur un graphe de résultats d'un vote, on voit que la licence qui a été choisie est une licence attribution non commerciale et pas de dérivés. Et ça veut dire que et donc on peut se demander pourquoi la ZDF se pose tant de questions avec Creative Commons, vu que même le gouvernement arrive à le faire. Et je veux encore insister sur ce point, parce que mettre du contenu public sous une licence libre, c'est quand même dans l'air du temps de publier des contenus et notamment de donner accès aux données ouvertes. Et ça serait bien de s'investir un peu plus justement là-dedans. Et d'autant plus quand les contenus dépendent de financement public. Et donc quelle discussion je lance encore une fois, c'est les peurs de manipulation. Donc on me répond toujours je suis désolé, je peux pas citer la réponse pour des questions de confiance, mais je l'ai reformulé. Mais oui, une licence restrictive, elle n'empêche pas la dissémination de l'information, et il y a une différence entre ce qui est illégal et ce qui a besoin de notre approbation. Et donc le deuxième problème, c'est qu'il y a beaucoup d'ayants droit. Et donc ce sont des difficultés par les archives. Et donc il y a notamment un film qu'on peut citer qui était sous une licence Creative Commons compatible avec Wikipédia. Et donc ça c'est vraiment une œuvre de fiction, et pourtant ils ont réussi à le mettre sous une licence libre. Et le troisième thème, c'est donc ce sont les règles de les règles de mise à disposition. Donc notamment les honoraires de retransmission, mais aussi la deuxième main, et donc c'est en particulier pertinent pour tout ce qui est public,
Et donc enfin, ça entre un peu en conflit avec la licence Creative Commons. Et, donc en fait, le problème qui rassemble un peu tout ça, ce sont les usages multiples. Et donc, quand il s'agit d'argent public, en fait, ce que je trouve à chaque fois, c'est il faut pas avoir peur de cette pluralité en fait d'utilisation, parce que ça va pas du tout à l'encontre des missions du service public. Mais c'est aussi quelque chose qui a demandé de l'apprentissage de ma part. Et maintenant, je le défends encore de manière plus agressive et plus offensive. Et par exemple, avec ce stand de la ZDF, on peut voir que tout est très moderne, il y a de la réalité virtuelle. Et donc, la ZDF a présenté Histoire 360, donc où on peut visiter des bâtiments en réalité virtuelle, consulter des documents historiques, et donc ça a été présenté fièrement. J'ai essayé d'être photographié avec ces machins-là. Et donc là, on peut poser une question aux gens qui étaient très fiers de ces reconstitutions, où eux, ils se demandaient comment est-ce qu'ils pourraient mettre ça à disposition des gens. Moi, je dirais que la reconstitution et la visite de lieux historiques, moi, j'aurais bien une idée de comment on pourrait diffuser ça. Et donc, j'ai vite demandé, j'ai tout de suite demandé si on avait tous les droits pour faire ça. Et on m'a répondu que oui, on a tous les droits. Et donc, j'ai fait l'espèce de prophétie que d'ici 2028, il y aurait des services publics, il y a des représentants. Il y aura des Wikipédiens qui vont demander du contenu public sur Wikipédia. Je pense profondément que penser avec Wikipédia, voir la licence Creative Commons comme une licence qui peut servir pour le service public et au temps des grandes plateformes numériques, c'est simplement crucial. Avoir des espaces numériques publics est simplement du devoir du service public. Il y a des open space publics qui dépendent de différents acteurs, et on pourrait par exemple organiser un espace qui est organisé par le service public et faire une coopération avec des fournisseurs non commerciaux. Il peut éventuellement y avoir des coopérations avec des partenaires privés, mais il faut y aller avec précaution, prudence. Et tout cela peut permettre de diffuser du contenu qui est sous licence Creative Commons. Et le financement ne serait rien d'autre que le bien-être de la société et simplement l'innovation. Avec ces nouveaux devoirs, le ZDF et l'ARD peut continuer à perdurer. Ils feront leur boulot, parce que pour le moment, ils ne font qu'un boulot linéaire, sans aucune innovation, et je trouve ça dommage. En fait, s'ils continuaient à faire ce qu'ils font maintenant, et s'ils font ça en plus, ce que je viens de vous montrer, ça serait bien. Ce qui serait bien,
Donc ce qui serait bien, c'était qu'il y ait une espèce d'intendance de l'Internet qui se concentrerait sur cette question-là. Et donc qu'elle serait par exemple dotée avec 5% de la redevance audiovisuelle, enfin du budget de l'audiovisuel, et donc qui serait au moins un tiers d'industrie de la radiodiffusion, et qui aurait trois devoirs, donc de monter une plateforme qui soit publique sous licence libre, qu'elle n'ait pas de production d'elle-même, qu'elle utilise 75% de la dotation, et aussi qu'elle propose des contenus non commerciaux, et donc par exemple les coopérations. Et donc si cette intendance respecte ces trois principes, en fait on aurait vraiment un intérêt public intéressant. Donc ça serait ma vision, donc que je vous présente là et que j'ai présenté là-bas. Je vous remercie de votre attention. Ceux qui sont maintenant tout feu tout flamme à propos du service public et de l'internet public, je leur propose de suivre Fernserat, mes publications sur Fernserat et netspolitique.org. Merci. Dankeschön, Leonard. Merci beaucoup, Léonard. On a encore tout juste 5 minutes pour des questions. Si quelqu'un a une question et qui est prêt à poser une question en une phrase avec un point d'interrogation à la fin, venez au microphone. Microphone 1, bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé bien intéressant. Je me suis demandé, qu'est-ce qui t'a empêché de devenir membre du cercle d'amis noirs et de relater ce qui se passe depuis l'intérieur de ce cercle d'amis. Alors, je dois dire que ce qui est bien, c'est qu'il y a des groupes de cercles d'amis qui sont interconnectés, il y a différents membres qui font des échanges. C'est pour ça que je sais comment se passent les réunions du groupe d'amis noirs. Mais la question qui se pose vraiment, c'est est-ce qu'il faut continuer avec ce paradoxe qu'il y a entre les différentes fractions? Y a-t-il des questions depuis Internet? Oui, il y a une question d'Internet. Et la question est comment est-ce qu'on peut avoir une influence dans ce processus en tant que personne publique, parce qu'on n'a absolument aucun levier. Alors, là aussi, c'est une très bonne question. C'est incroyable à quel point il est inhabituel d'avoir de l'attention lorsqu'on siège dans un conseil audiovisuel. Certains critiques utilisent cela. Parce que grâce à la critique du conseil audiovisuel, en fait, c'est les seuls qui parlent du conseil audiovisuel. Alors que si d'autres personnes s'y intéressaient, ça ferait une énorme différence. Et alors, là, je veux faire un appel à tous. Chaque tweet compte. Microphone 2. J'ai une question sur les plaintes. D'après toi, quel est le pourcentage des plaintes qui sont vraiment justifiées? Quel est le pourcentage de trolls? Quel est le pourcentage de plaintes constructives? Alors, je dois dire que je ne fais pas partie de la commission des plaintes, mais j'ai quand même un petit peu suivi ce qui s'y passe. Mais mon impression est que la plupart des plaintes est quand même
assez marqués politiquement. Par exemple, la conspiration russe, etc. Ce qui n'est pas très constructif. Mais en rapport avec les plaintes que j'ai vues, il faut essayer de changer les critères de telle manière à ce que on n'ait pas n'importe quelle critique qui passe. Microphone 4, tout derrière. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir quel serait l'arrière-plan éventuellement de toutes ces cachotteries. Est-ce que ça a du sens ou est-ce que c'est simplement qu'ils n'ont pas envie qu'on discute de leur manigance en public. Donc ce que je vois donc à l'intérieur des cercles d'amis, donc même si mais si seulement c'était en fait discuté dans les cercles d'amis, mais c'est même pas ça. En fait tout se fait sur les petits trucs. Et donc les gens essayent de se mettre d'accord en amont. Mais je pense que c'est surtout que c'est surtout que certaines personnes ont du mal à prendre des décisions sans que ça gêne leur cercle d'amis. Et donc ce que je peux dire, c'est que donc la différence qu'on peut mettre en évidence entre les plénières et les sessions restreintes, c'est que Je trouve scandaleux qu'il y ait des documents qui servent à la plénière et qui soient même pas publics. Einen ganz großen Applaus für Leonard, bitte. Un tonnerre d'applaudissements pour Léonard, s'il vous plaît.